Vous accompagne chaque jour et vous remercie pour votre fidélité. Jacqueline Voras sur Radio IDFM avec Philippe à la technique. Bonjour Philippe. Bonjour Jacqueline. Et oui, on ne va pas se laisser gagner par la morosité. Toute l'équipe est présente pour assurer le bar de l'économie dans le respect des mesures sanitaires. Comme toujours en direct sur Radio IDFM 98, en web radio idfm98.fr et aussi en vidéo live sur Facebook, page bar de l'économie. Envoyez-nous des messages et dites-nous si vous allez bien dans ce contexte. Et pour revoir cette émission, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Bar de l'économie. Vente de pièces détachées et analyse pointue du marché de l'automobile seront les thèmes de cette émission. Et pour en parler jusqu'à 11 h, je reçois ce matin un expert dans ce secteur, un secteur tant décrié mais qui pourtant pèse aujourd'hui plus de 50 milliards d'euros. Bonjour Fabrice Godefroy. Bonjour. Vous êtes le directeur général du groupe IDLP, une entreprise familiale, leader dans la distribution de pièces automobiles. Vous êtes également spécialiste de la réparation diesel, mais surtout expert mobilité environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec un grand plaisir. Vers 10 h, notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production nous présentera sa chronique qui aujourd'hui a pour titre « Comment créer sa liste de diffusion email ». Mais pour commencer, nos 3 infos du jour. Alors, première info, évidemment, Covid oblige, les tarifs postaux diminués pour les livres commandés en librairie. La pandémie de coronavirus a fait près de 1,2 million de morts dans le monde et plus de 46 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués. En France, qui déplore déjà plus de 37 000 décès, le reconfinement s'avère plus délicat qu'au printemps. Alors que l'exécutif, face à la fronde des petits commerces qui s'estiment lésés par les mesures sanitaires, Jean Castex a annoncé la fermeture des rayons non essentiels dans les grandes surfaces. Invité du journal de 20 h de TF1 dimanche, le Premier ministre a confirmé la fermeture des petits commerces non essentiels, mais par souci d'équité, les grandes surfaces ne pourront plus vendre ces produits, biens culturels, petits électroménagers, vêtements, fleurs, à partir de ce mardi matin. De son côté, Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a annoncé que les tarifs postaux seront considérablement diminués pour les envois de livres commandés en librairie. Nous allons diviser ces tarifs postaux au moins par 3 ou 4. Ça va dépendre des envois, car si vous achetez 10 livres ou 1, ce ne sont pas les mêmes tarifs, a-t-elle déclaré. N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques, a-t-elle ensuite insisté, lançant plus loin dans l'interview « Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver ». Rappelant qu'il existe en France un prix unique du livre grâce à Jack Lang, elle a encore asséné « Il n'y a pas d'avantage à acheter sur une plateforme numérique ». Roselyne Bachelot incite ainsi les lecteurs à se fournir en livres auprès des librairies par le Click and Collect, un système qui permet de commander à distance et venir récupérer l'ouvrage soit sur place, soit par envoi postal. Fabrice Godefroy, vous voulez commenter cette info? On a bien vu depuis le début du confinement qu'il y avait une colère qui montait. Je me mets à la place des commerçants. Effectivement, c'est une situation actuellement qui est extrêmement difficile. Ouais. Et il y a des commerces dits essentiels. Alors, rien que déjà la phrase est compliquée à entendre pour certains commerces. Ouais. Parce que qu'est-ce qui est essentiel, non essentiel? Alors, on peut le comprendre. Effectivement, c'est sûr que se nourrir est important. Par contre, c'est sûr que c'est extrêmement difficile à entendre pour certains commerçants. Et puis, c'est surtout une question de vie pour certains commerces. Le confinement actuel, en plus, c'est la saison 2. Ça a déjà été extrêmement compliqué pour la première saison. Il y a des sociétés qui vont être en difficulté, peut-être même qui vont être en dépôt de bilan. Alors, il faut avouer quand même que l'État a fait tout ce qu'il fallait entre le chômage partiel et puis effectivement tout ce qui est prêt garanti par l'État. Mais il faut quand même avouer que ça va être extrêmement difficile. Et la saison 2, je pense que malheureusement, il va y avoir des commerces qui risquent d'avoir des grandes difficultés. Oui, donc, puis, je me mets à leur place. Oui, puis alors, là où il y a une polémique aussi qui se crée, c'est qu'on voit que les grands distributeurs aujourd'hui vivent mal de passer de l'image de sauveur de la nation à celui de tueur de petits commerces. Hein. Donc voilà, c'est complexe. C'est une situation qui est de toute façon extrêmement complexe pour tout le monde. Merci Fabrice Godefroy. Donc deuxième info, reconfinement, les concessionnaires automobiles soulagés
Les distributeurs de voitures vont cette fois pouvoir utiliser justement le click and collect, consistant à prendre des commandes en ligne et à permettre aux clients de venir chercher son véhicule sur rendez-vous. De quoi éviter un blocage de toute la filière. Dans les concessions automobiles, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Certains avaient espéré dans la journée de jeudi ayant suivi les annonces présidentielles que les showrooms pourraient rester ouverts. Après tout, nos surfaces sont immenses, les clients sont peu nombreux à la fois et les protocoles sanitaires désormais bien rodés, dit l'un d'eux. Cela n'a pas finalement été le cas, mais la possibilité de maintenir une activité via le click and collect n'en est pas moins une bonne nouvelle. Nous sommes plutôt satisfaits. En mars-avril, tout s'était arrêté. On n'avait même pas eu le droit de livrer des véhicules commandés, rappelle Christophe Morel, président de la branche concessionnaire du CNPA. Et je rappelle que le CNPA, c'est le Conseil national des professions de l'automobile. Alors, je fais appel aussi encore à vous, Fabrice Godefroy. Pour vous, c'est une bonne ou mauvaise idée de fermer les showrooms? Alors, je connais évidemment très bien Christophe. Oui. Effectivement, c'est une avancée pour les concessionnaires parce que lors du premier confinement, juste les ateliers pouvaient être ouverts. Donc là, c'est le cas encore. Donc toute la partie après-vente et réparation pourra être assurée effectivement par les concessionnaires. Mais par contre, tout ce qui était commande à l'époque était bloqué. On ne pouvait pas aller chercher son véhicule quand il avait été commandé. Donc ça, effectivement, c'est un changement, mais un changement qui va permettre aux concessionnaires, effectivement, dans un premier temps, de pouvoir sauver un peu de chiffre d'affaires, parce qu'ils vont pouvoir facturer, évidemment, tous ces véhicules qui sont en attente. Et puis même les automobilistes en ont besoin et attendaient certaines voitures et auraient pu ne pas pouvoir les avoir si on avait fait le même confinement que la première fois. Mais par contre, ça n'a qu'un temps, ça, cette période-là. Et puis après, commander uniquement une voiture sur Internet, c'est pas effectivement une boîte de cassoulet, j'ai tendance à dire. Donc les automobilistes ont besoin d'avoir des essais. Alors je sais qu'ils peuvent s'organiser sur rendez-vous, d'avoir effectivement la possibilité d'aller essayer des voitures en concession. Bon, c'est une avancée, mais il faut pas que ça dure trop longtemps parce que c'est sûr que pour eux c'est difficile. Puis en plus, il faut quand même regarder les chiffres des ventes des véhicules actuellement. On est à moins 27% quand même au cumul de l'année au niveau des ventes de véhicules du marché français. Même s'il y a eu un rebondissement entre il y a eu une relance, effectivement. Alors ça a relancé un peu le marché, ça a permis effectivement pendant quelques mois de refaire repartir un peu le commerce. Mais malheureusement, depuis quelques mois, ça s'écrase un petit peu. Et je pense que malheureusement, les Français ont d'autres choses dans la tête que peut-être d'acheter des voitures. Alors par contre, ils feront réparer leurs voitures. Et ça, c'est le côté positif à la fois pour la prévente, mais aussi la rechange des ventes, mais aussi pour les constructeurs et les concessionnaires. On va en parler. Tout à fait. Alors, troisième info, et je ne pouvais pas ne pas en parler tant l'échéance présidentielle américaine est proche, puisque c'est cette nuit que nous connaîtrons le nom du vainqueur de ces élections. Et les marchés financiers auraient, eux, choisi leur vainqueur. À la veille de l'élection présidentielle américaine, l'indice boursier, en effet, S&P 500, a perdu 0,04% entre le 31 juillet et le 31 octobre. Selon l'indicateur présidentiel du cabinet CFRA Research, cela signifie que le marché prédit, même si cela ne tient qu'à un fil, que l'ancien vice-président démocrate Joe Biden l'emporterait face au président candidat républicain Donald Trump. Les marchés financiers ont un historique relativement fiable. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque le S&P 500 recule dans les 3 mois précédant un scrutin présidentiel en novembre, dans 88% des cas, le président candidat ou son parti perd l'élection. A l'inverse, lorsque le S&P 500 progresse sur cette période, dans 82% des cas, le président candidat ou son parti l'emporte. Fabrice Godefroy, votre pronostic? J'en ai pas. Franchement, j'en ai pas. C'est la roulette russe. Je ne sais pas du tout. C'est vrai que la dernière fois, on était tous persuadés que Hillary Clinton allait être élue et c'était la grosse surprise. Les élections, ça devient, même en France d'ailleurs, quand on voit le taux de représentativité au niveau des élections, même au niveau des municipales, c'est vrai que ça devient compliqué. Il y a eu la fameuse vague verte aux municipales en France. Bon, quand on voit le nombre de votants et le taux d'abstention surtout, on peut se poser la question de savoir si effectivement on peut avoir un taux de représentativité sur le sujet. C'est pas évident. Merci Fabrice Godefroy d'avoir commenté les infos. On reste ensemble et on se retrouve dans quelques instants. Vous êtes sur IDFM Radio. J'avais oublié de prévenir qu'on commentait les infos.
Radio IDFM, le bar de l'économie. Nous venons d'écouter Carole G. à Ella. Ce matin, au bar de l'économie, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Godefroy, puisque nous avons un sujet qui est consacré entièrement au secteur automobile. Donc, Fabrice Godefroy, vous êtes directeur général du groupe IDLP. Je rappelle, leader de la distribution de pièces automobiles, spécialiste de la réparation des diesels et surtout expert mobilité et environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. Fabrice Godefroy, je vous laisse nous présenter IDLP. Alors IDLP, c'est une entreprise familiale. Oui. Moi-même, je suis la 4e génération. Donc c'est dans un métier où il y a de plus en plus de groupes financiers. On est de moins en moins nombreux à avoir des entreprises familiales de cette taille-là. Oui. Et effectivement, il y a un classement du top 100 sur un journal professionnel qui s'appelle The Pro, qui est un journal spécialisé dans la prévente automobile. Et effectivement, on a la chance d'être... la chance, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on est classé comme premier distributeur indépendant en France. C'est ça. Votre titre de leader n'est pas comment... Il est effectivement, en termes de chiffre d'affaires, on fait 180 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, l'origine de cette entreprise, c'était une entreprise qui était justement, vous avez parlé de diesel, mais ça va bien au-delà de ça, c'est-à-dire qu'on était des spécialistes de la réparation technique, de ce qu'on appelle la mise au point moteur. Donc évidemment, diesel est une spécialité, mais une spécialité parce que déjà le parc c'est-à-dire que énorme. La première génération, c'était un garage réparateur. C'était un garage de poids lourd, ça. Donc qui était effectivement spécialisé forcément dans le diesel à l'époque, mais qui a évolué dans le temps. Donc c'était d'abord des ateliers. Et puis après, on a commencé donc à vendre aussi de la pièce détachée automobile. Et puis on a élargi. Alors au début, c'était sur la partie moteur, donc sur cette spécialité technique. Et puis, fur et à mesure, on est devenu un généraliste. Donc maintenant, on vend tout ce qui est produit pour un véhicule. Donc ça va de la plaquette de frein aux injecteurs Common Rail, aux bougies d'allumage, etc. Et puis alors on a un mix, on est un peu hybride et c'est un peu à la mode au niveau automobile, c'est-à-dire qu'on est à la fois donc distributeur de pièces en tant que plateforme avec un groupement, donc on distribue de la pièce détachée automobile, mais on a aussi des ateliers intégrés très techniques qui servent surtout d'ailleurs à faire des prestations d'entretien pour les garages. Parce que malheureusement, l'évolution automobile fait que pour un petit garage indépendant, c'est très difficile d'avoir tous les équipements pour pouvoir régler un véhicule qui évolue très rapidement avec des investissements extrêmement lourds. Et ça l'est d'autant plus actuellement qu'on n'arrête pas de leur dire que le moteur thermique est bientôt fini. Donc ils hésitent effectivement à investir, parce que investir, si on leur dit que c'est mort, donc c'est un peu compliqué. Donc on a effectivement des ateliers intégrés qui font de la réparation tout type de moteur, pas que le diesel. On a évidemment l'essence, l'hybride, et on a d'ailleurs démarré depuis maintenant quelques années des premiers stages, nos techniciens, sur le véhicule 100% électrique. Donc on fait du bioéthanol. C'est-à-dire vous faites de la formation maintenant également? Oui, on prépare en fait l'avenir, parce que de toute façon, même si pour moi le véhicule électrique ne sera pas la solution globale, malgré ce qu'on dit, parce qu'on nous explique qu'en 2040 il n'y aura plus de véhicules électriques. Bon, moi j'y crois pas forcément et je vous expliquerai pourquoi. Non, mais c'est quand même, effectivement, il faut se préparer à une évolution et une diversification. Donc dans le thème de diversification, on y est. Alors, est-ce que vous avez toujours été voué à devenir directeur général de cette entreprise? Parce que je pense que vous avez grandi dans l'ambiance. Alors effectivement, moi je suis né dans l'automobile, ça c'est clair. Ma grand-mère était concessionnaire automobile, de marque Opel d'ailleurs, à Villejuif exactement. Mon père évidemment dans l'automobile, mon grand-père, enfin toute ma famille était dans l'automobile. Bon, moi la seule chose que je savais, c'est que j'aimais bien déjà le commerce, le contact, le relationnel d'ailleurs au niveau du contact au niveau du commerce. Et que ça soit dans l'automobile ou autre chose, ça m'a branché. C'est toujours la même chose. Et puis après, effectivement, l'automobile, c'est un marché quand même intéressant, avec beaucoup d'emplois d'ailleurs en France. On estime qu'il y a 10% de Français qui ont des emplois directs et indirects au niveau de l'automobile. Donc c'est quand même un marché intéressant. Alors, c'est un marché très attaqué ces derniers temps, l'automobile, alors qu'il y a quand même 40 millions d'automobiles sur 66 millions de Français. Mais bon, c'est un marché intéressant, donc voilà, pour l'instant, ça fonctionne, je croise les doigts.
malgré les périodes difficiles et ce confinement d'ailleurs. Donc vous avez, à la fin de vos études, vous vous êtes tourné, vous avez accepté, enfin on vous a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi j'ai déjà, à la fin de mes études, j'ai fait l'armée, parce que je fais partie de cette génération qui a fait l'armée, et heureusement d'ailleurs pour moi, 93-08, ça doit parler à certains qui ont fait l'armée. Et pourquoi, heureusement? Parce que moi j'étais fils unique, et donc je pense que l'armée a un côté positif pour un jeune, parce confronté à certaines réalités. D'être confronté à certaines réalités, d'être mélangé. C'est le seul moment dans sa vie où on est à égale distance de tout le monde. Et donc ça, c'est véritablement, je pense, positif. Moi, ça m'a donné un peu de plomb dans l'aile, ça c'est certain. Et puis après, comme mon père, avant que je rentre dans l'entreprise, voulait absolument, et il a raison, que je fasse mes armes dans d'autres sociétés, j'ai travaillé notamment chez un gros distributeur à Tours qui s'appelle Barrier. Et j'y ai travaillé pendant 1 an, et là j'ai fait à peu près tout ce qui existait dans notre métier, c'est-à-dire que j'ai démarré à la réception magasin, magasinier, aide-magasinier, Vous commercial. Avez monté toutes les marches. J'ai fait toutes les marches en fait à l'extérieur de l'entreprise familiale. D'ailleurs, mon père, dès que j'ai eu mon permis de conduire, la première chose qu'il m'a demandé, c'était l'été, avant de partir en vacances au mois d'août, le mois de juillet, d'être chauffeur-livreur. Et je vous garantis qu'à l'époque, il n'y avait pas les GPS pour pouvoir se repérer, donc il fallait avoir le plan de Paris et le plan de banlieue à côté de son siège. Et il fallait effectivement trouver son chemin comme ça et trouver des clients. Donc c'était une bonne école en sortant de son permis de conduire. C'est sûr, c'est sûr. Bon, et donc aujourd'hui, vous ne regrettez pas du tout d'avoir cette casquette de directeur général? Non, bon, à part que c'est une responsabilité extrêmement forte parce qu'on a quand même 620 salariés répartis dans toute la France. Mais bon, c'est comme dans beaucoup de choses, je pense qu'il faut savoir s'entourer. Et donc on a la chance d'avoir effectivement des collaborateurs extrêmement impliqués, et puis qu'on a choisi évidemment, donc des directeurs de site impliqués, des collaborateurs à tous les niveaux qui sont impliqués. Et d'ailleurs, la période du confinement, saison 1, qui était beaucoup plus anxiogène que la saison 2 actuellement qu'on est en train de vivre, forcément a été un bon test pour savoir l'engagement de nos collaborateurs, et qui a été sans faille dans une période extrêmement difficile où à l'époque on n'avait pas les masques. Oui, c'est vrai. Les gestes barrières, les gels hydroalcooliques, il fallait s'organiser un petit peu, si vous me permettez l'expression, un peu à l'arrache à l'époque, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'était une période qui était très difficile, il y avait quand même beaucoup de stress, et on a réussi à tenir le cap sur le premier confinement. Oui, ça, je pense que dans beaucoup d'entreprises, ça a fédéré les personnes entre elles, et ça a créé un mouvement solidaire qui a été très positif. Ça a été fondateur, vous avez totalement raison, et ça a permis dans une période très difficile de se serrer les coudes pour arriver à réussir. On avait organisé une réunion qui me restera toute ma vie dans ma tête. On avait une réunion à 11h15 exactement, de tous les cadres en fait, de tous les sites, parce que le problème c'est qu'en plus on a des sites à distance partout en France, que ce soit à Marseille, dans l'Est, à Toulouse, Béziers, Carcassonne, Fréjus, Cannes, Nice, enfin on a des sociétés un peu partout, et donc à distance c'était pas forcément facile à gérer. Donc on avait cette réunion en visioconférence tous les matins pour essayer de gérer l'entreprise au curseur. Parce qu'il fallait adapter effectivement l'effectif par rapport au chiffre d'affaires. On a démarré d'ailleurs saison 1 du confinement à moins 80% quand même. Ah oui, c'était énorme. Donc c'était véritablement du service pour nos clients. D'ailleurs, les clients nous remercient encore actuellement parce que c'était vraiment du service et certainement pas du chiffre d'affaires. Il aurait été plus facile d'ailleurs de se mettre sous perfusion de l'État, comme certaines organisations l'avaient fait dans notre métier. Et puis après, il a fallu régler un peu au curseur, alors ça a monté un peu plus, puis finalement à la fin, on avait pratiquement le chiffre d'affaires équivalent, parce qu'on a dépanné beaucoup dans toute la France, ce qui sera à mon avis plus présent, difficile. Oui, tout à fait, on avait une présence importante, et on a réussi à s'en sortir. Alors heureusement qu'on a eu les aides de l'État quand même, il faut quand même l'avouer, parce que sinon ça aurait été très compliqué. Alors, vous nous avez cité tout à l'heure plusieurs types de pièces que vous distribuez. Est-ce que ces pièces sont des pièces d'origine des marques? Et d'où viennent-elles? Alors,
C'est un sujet, effectivement, que les gens ne connaissent pas trop, qui est assez complexe. Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les constructeurs font appel à ce qu'on appelle des sous-traitants. Oui. Mais en fait, ce sont des équipementiers qui fabriquent les pièces. Oui. Donc, vous avez un grand équipementier, vous en avez plusieurs en France. Vous avez Valeo et Forestia, par exemple. Oui. Alors, tout le monde connaît Valeo, Forestia un petit peu moins. Oui. Et puis après, vous avez des équipementiers, comme le premier équipementier mondial, c'est Bosch. Oui. Qui est un équipementier à la fois d'injection, mais aussi de plaquettes de frein, de filtration. Enfin, c'est un grand équipementier. D'ailleurs, Bosch a un statut un peu particulier parce que c'est une fondation. D'accord. Donc, ils n'ont pas de fonds de pension américain comme la plupart des équipementiers. Donc, c'est pour ça que c'est un des grands leaders, parce que tout est dans la recherche et développement chez Bosch. Et puis après, vous avez des équipementiers comme Hella, Magneti Marelli, donc d'optiques de phare, de bougies à allumage, de bougies de préchauffage, enfin tout ce qu'on a besoin au niveau de l'automobile. Et ces équipementiers, ils fabriquent les pièces à la fois pour la première monte, c'est-à-dire pour les constructeurs. Donc les constructeurs font appel à ces équipementiers pour la première monte. Et ils font appel à eux aussi, évidemment, pour ce qu'on appelle la rechange constructeur. Donc les pièces que vous allez retrouver chez les concessionnaires, emboîtage concessionnaire, Mercedes, Audi par exemple, vous allez trouver du Bosch à l'intérieur des boîtages, et vous avez ce qu'on appelle la rechange indépendante. La rechange indépendante, c'est les garagistes qui n'ont pas forcément un panneau de constructeur. Donc nous, on a un réseau par exemple qui s'appelle Technicar Service, mais il y a d'autres réseaux, je ne vais pas faire la pub, hein. Il y a des réseaux comme l'autodistribution par exemple, ou alors vous avez des centres auto aussi, comme Feu Vert et autres. Oui, et par exemple... moi, j'avais noté Speedy. Speedy, voilà, tout à fait. Donc ça fait partie de la recharge indépendante, parce que justement, elle n'est pas sous l'égide du constructeur. Et ces gens-là vendent les mêmes pièces détachées automobiles, mais dans le boitage de l'équipementier qui a fabriqué la pièce. Donc le boitage Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Hella, et ce sont SKF, et ce sont des pièces donc équivalentes à l'origine, mais vendues directement par l'équipementier. Donc c'est ce qu'on appelle ces deux marchés parallèles qui vendent les mêmes pièces, et d'ailleurs à un tarif, et au niveau des tarifs, un tarif public officiel, parce que la référence reste effectivement le tarif du constructeur, hein, c'est la référence. Les équipementiers se basent par rapport à ça. Après, il peut y avoir des différences effectivement en termes de remise, parce que bon, les marchés sont un petit peu quand même différents. Mais voilà, donc ce sont des pièces équivalentes à l'origine qu'on peut retrouver donc chez votre garage indépendant. C'est ça. À Anguin, par exemple, vous avez certainement des garages indépendants et ils achètent des pièces chez des distributeurs de pièces détachées automobiles et de pièces d'origine. Alors, il n'y a pas que des pièces d'origine, hein, il y a aussi des pièces qu'on appelle adaptables. Mais le marché français a très peu de pièces adaptables, c'est vraiment des copies. Ça, on retrouve ça plutôt dans des pays asiatiques. On trouve ça dans d'autres marchés. En France, franchement, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Bon, bah écoutez, c'est une bonne nouvelle parce que je crois que beaucoup de gens se posent la question justement entre une pièce achetée chez un concessionnaire et ailleurs. Et alors vous, du coup, IDLP, est-ce qu'elle s'approvisionne plutôt chez les sous-traitants? Comment... Alors nous, nos fournisseurs, ce sont les équipementiers en direct. C'est ça. Donc on est en direct avec Bosch, Valeo, tous ces équipementiers en direct. C'est ça, c'est-à-dire ceux qui fournissent les concessionnaires vous fournissent également. Voilà, par exemple, nous, on s'approvisionne directement à Karlsruhe, en Allemagne, qui est le centre logistique de Bosch, par exemple. Et donc les pièces arrivent d'Allemagne, arrivent chez nous. Et par exemple, chez IDLP, qui est la société d'origine, on a 250 000 références stockées. Hein. Donc c'est la particularité en fait de la rechange indépendante et de ces distributeurs-là, c'est qu'on fait du multimarque, à la différence d'un concessionnaire qui va avoir principalement sa marque. Là, on fait du multimarque, donc on a une largeur de gamme qui est extrêmement importante, parce que 250 000 références stockées, livrées 4 fois par jour en Ile-de-France, par exemple, pour IDLP, et c'est pareil dans d'autres secteurs. Voilà, c'est un stock très important, avec des investissements extrêmement lourds, et avec une logistique importante, parce que, en fait, le service est devenu de plus en plus important chez un garage. Les gens veulent maintenant pouvoir déposer leur voiture le matin, aller travailler et récupérer leur voiture le soir. Donc il faut non seulement qu'ils trouvent la pièce le plus rapidement possible, et puis effectivement que le garage puisse la réparer rapidement, parce que les gens ne peuvent pas se passer de la voiture, à la différence de ce qu'on nous raconte toute la journée. Oui, c'est ça. Voilà, absolument. Alors, vos clients, ce sont justement les garages, ou est-ce que les particuliers peuvent s'approvisionner chez IDLP? Alors, principalement, nous, on travaille avec les professionnels, donc effectivement, au sens large, les professionnels, hein. Et on a d'autres sociétés
comme Choisy Pièces Auto, Cata Choisy Leroy, qui eux s'adressent effectivement un peu plus aux particuliers. Mais je dirais notre priorité, c'est plutôt de servir les professionnels de la réparation qui vont après faire les prestations, effectivement, pour les automobilistes. En fait. Alors, bon, vous avez cité quelques marques là tout à l'heure de concurrents. La concurrence, elle est forte dans votre secteur? Oui, il y a 2-3 gros, effectivement, distributeurs, enfin groupements, parce qu'on appelle ça des groupements, effectivement. Après, 2-3, c'est pas encore trop, quand même. Si. Oui et non, parce que à la limite, je dirais que pour les équipementiers, ça peut être un problème, parce que quand vous avez 2 très gros acteurs, ils sont un peu... c'est un peu difficile. Donc les équipementiers aiment bien avoir d'autres solutions alternatives. Et c'est pour ça que nous-mêmes, on a quitté un moment un groupement pour monter notre propre groupement, parce qu'il y avait véritablement une demande là-dessus. Et on a créé un groupement qui s'appelle Alternative Autoparts, parce que justement, on voulait créer une alternative au marché français avec une connotation très technique, parce que c'était l'origine du groupement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a un réseau qui s'appelle Technicar Service, donc technique. Et effectivement, on a lancé ce groupement et ça commence à pas mal se développer. Et ça, c'est pas vieux, hein, c'est 2016. Et donc voilà, maintenant il y a des distributeurs un peu partout en France qui nous suivent et avec le réseau. Et c'est quelque chose qui permet. Alors, vous me tendez la perche parce que bon, j'avais bien noté que vous aviez créé ce groupement de distributeurs Alternative Autoparts. Alors, il est destiné justement aux garages faut-il adhérer? Doivent-ils adhérer? Alors, c'est un groupement où effectivement il faut adhérer donc pour les distributeurs. On a au niveau des distributeurs. Il y a une adhésion, un tarif d'adhésion? Il y a une participation, mais en fait, l'idée du groupement, c'est quoi? C'est de se regrouper. Parce que le problème, c'est que pour pouvoir négocier avec les fameux équipementiers qu'on a parlé, il faut avoir des volumes assez importants. Parce que la concurrence, c'est comme dans la grande distribution. C'est un peu la même chose que si vous prenez les petits commerçants actuellement avec la guerre avec la grande distribution. C'est à peu près la même chose. Donc, il faut être capable de se regrouper pour pouvoir avoir des volumes suffisants pour pouvoir négocier des conditions adaptées au marché. Surtout avec une concurrence qui devient de plus en plus internationale. Il ne faut pas se tromper, hein, les frontières malheureusement sont ouvertes et on a une concurrence internationale qui est parfois vive au niveau du commerce. Donc, on a 110 distributeurs maintenant Alternative Autoparts qui sont donc dans ce groupement-là. On a 150 Technicar Service et on a surtout ce qu'on appelle des relais techniques. On en a une quarantaine. Et ça, c'est une particularité du groupement par rapport aux autres. C'est qu'on a véritablement connoté en fait ce groupement par la technique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les gens pourront pas investir sur l'ensemble des appareils pour pouvoir réparer tous les véhicules, surtout les véhicules modernes qui deviennent de plus en plus complexes, où ça devient de plus en plus de l'informatique sur les véhicules. Donc on a créé en fait des relais techniques avec un petit carnet qui permet de savoir la spécialité de chacun et ça permet d'avoir une synergie en fait dans le groupement d'un garage qui va par exemple avoir besoin d'un contrôle d'opacimètre pour le contrôle technique. Il n'aura peut-être pas l'appareil, il aura peut-être d'autres appareils, mais pas celui-ci. Donc, il va aller se rapprocher du relais technique dans sa région pour pouvoir faire des tests et faire de la sous-traitance technique là-dessus. Et ça, c'est véritablement le sens de l'histoire actuellement pour notre métier, parce que effectivement, ça devient de plus en plus complexe en ce moment de pouvoir suivre l'évolution très rapide et les investissements qui sont liés. Donc, il faut avoir des relais techniques sur le sujet pour pouvoir faire toutes les prestations, parce qu'on ne peut pas s'arrêter lors d'une prestation à la moitié du travail, il faut aller jusqu'au bout. Bien sûr. C'est ce qui fait justement la différence entre les pièces et la réparation dans le réseau constructeur et les garages indépendants, c'est ça? Alors, la différence qu'il pourrait y avoir, évidemment, quand vous allez chez un spécialiste, un concessionnaire de marque, et c'est très bien hein, d'ailleurs, hein, heureusement qu'ils sont là, ils sont très spécialisés sur leur marque. Vous allez chez un concessionnaire Mercedes ou un concessionnaire Audi, ils vont être incollables évidemment sur leur véhicule à eux. Par contre, si vous voulez avoir du multimarque, et puis il y a aussi une notion qui est importante, la rechange indépendante travaille sur des véhicules de plus de 7 ans d'âge. Oui, d'accord. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a quand même la notion de garantie constructeur, même si quand vous allez chez un garage indépendant, les gens ne le savent pas trop, mais la garantie constructeur est conservée si vous allez chez un professionnel, même s'il n'est pas concessionnaire, hein, ça, les gens ne le savent pas trop. Mais bon,
on sait qu'on a les véhicules surtout après la période de garantie, donc au bout de 4-5 ans. La moyenne c'est 7 ans, mais c'est au bout de 4-5 ans. Et donc dans ce cas-là, là on a besoin d'un réseau multimarque. Et là, c'est là où ça se complexifie, parce que là, il faut non seulement avoir l'ensemble des pièces et l'ensemble des équipements, ce qui existe. Hein. Oui, oui. Nous, par exemple, dans nos ateliers techniques, on a tous les équipements pour pouvoir régler n'importe quel type de véhicule. Vous avez même, parce que ce qui peut gêner parfois, c'est au niveau de l'électronique, quand par exemple, il faut réinitialiser un tableau de bord, et là, on ne peut peut-être pas le faire chez les garages indépendants. Moi, j'ai connu, ça doit faire plus de 23 ou 24 ans que je suis dans ce métier-là. Ouais. Moi, j'ai connu effectivement la mécanique avec des carburateurs, des pompes d'injection diesel à l'ancienne. Bon, l'automobile a évolué extrêmement fortement. Je pense que s'il y a bien un secteur qui évolue très rapidement, et d'ailleurs technologiquement et au niveau de la dépollution de moteur, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est bien l'automobile, parce que tous les 3-4 ans, il y a une nouvelle norme européenne, les normes Euro 5, Euro 6, les gens ont dû entendre ce genre de normes. Et derrière, effectivement, il y a une évolution technologique qui avance sur le sujet. Puis, il y a la voiture autonome qui devrait arriver, mais qui est semi-autonome actuellement. Et tout ça, c'est l'électronique. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs des voitures multiplexées. Donc, qui se parlent entre elles au niveau électronique. Et donc, il faut être capable d'avoir toutes les balises pour pouvoir aussi dialoguer avec la voiture pour connaître quelle est l'information. Actuellement, et donc, chez IDLP, c'est possible? Alors, nous, on a effectivement tous les équipements. Parce que je sais que souvent, on hésite justement à ne pas aller chez un garage indépendant. On se dit non, je suis obligé pour cette raison. Alors que là, vous confirmez que, par exemple, dans votre groupe, il n'y a aucun souci. Alors, dans notre groupe, oui. Chez nos clients, parce qu'ils peuvent après, avec les relais techniques, pouvoir avoir ces prestations-là. Et puis, vous avez des réseaux, je vais en citer un, très technique, qui est le réseau Bosch Car Service, qui est un réseau extrêmement technique et qui ont les outils de diagnostic qui sont fabriqués par les équipementiers qui fabriquent les systèmes d'injection ou les systèmes. Bosch fabrique à la fois donc les systèmes pour les constructeurs et ont à la fois fabrique des équipements pour pouvoir régler leur propre système. Donc effectivement, il y a un accès à l'information grâce à ça, tout à fait. Alors, si on veut faire appel à vos services, si nos auditeurs vous entendent, comment on cherche IDLP? Comment fait-on? On a un site internet qui s'appelle qui est le groupe IDLP. Et puis, plus largement, au niveau national, vous avez un site internet du groupement Alternative Autoparts. Et Alternative Autoparts, vous allez retrouver à la fois les distributeurs, les relais techniques et les garages techniques. Et donc, vous avez effectivement la possibilité de vous adresser à eux. Ils seront très contents de vous avoir, surtout dans cette période-là. Merci Fabrice Godefroy pour toutes ces précisions. On se retrouve dans quelques instants et on analysera avec vous le marché automobile dont l'avenir va devoir reposer sur des choix très réalistes. Restez avec nous, on fait une nouvelle pause et on se retrouve juste après. Tu fais pas Étienne Barrier là? Si, après oui. Après? Avant, après, oui, on fait la pause. Après quoi? On fait de la musique? Merci. En plus, j'ai pas éteint le micro. Pardon. Non, bah, je fais un peu de musique parce que là... Comme tu m'as dit à 10h. Oui, mais bon, je dis vers 10h. Ah bah tu sais. Oui, oui. J'ai fait l'armée. 93-08, c'est ça? C'était quelle année? 81-02. Ah ouais. La 93-08. Si joueur. C'est marrant parce que c'est des choses qu'on retient. Ça. En fait, si je comprends bien, c'est l'année et le mois, c'est ça? Tout à fait. Moi, j'étais étudiant, j'étais en école de commerce, donc 08, c'est le mois d'août. En fait, tous les étudiants qui avaient fait des écoles, c'était 08. 08. Ouais, 08, c'était connoté justement assez étudiant. Ouais. Commerce, tout à fait. Non, mais c'est marrant, c'était super. Bon, après, moi, j'ai eu un piston foireux pour l'armée, je me suis retrouvé au 3e REI et à la 2e DB, donc c'était pas une armée de tout repos quand même. Donc, mais bon. Vous espériez être chauffeur et puis non. En fait, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai expliqué que je faisais du commerce, donc ils m'ont mis responsable du foyer du soldat. C'est le magasin, le bar et le foyer du soldat, c'était ça. Ils m'ont mis responsable de ça. Alors que je jouais au volley aussi à l'époque à un bon niveau. Et d'ailleurs j'ai fait des championnats de France de intercaserne en fait de volleyball, et j'aurais dit que je jouais en national au volley.
j'aurais plutôt été au sport et ça aurait été plus intéressant. Bon, ça va, vous avez passé quand même une année. Non, ça a été cool quand même. Oui, non, C'est parce pas que 93, c'était la guerre de Yougoslavie. Ah oui. Et Ouais, en fait, vrai. on a failli partir à Ouais, ce moment-là. Oui, c'est vraiment. Et ça a été complexe. Mais bon, hein, c'est vrai que moi, ça m'a servi. Ouais, je regrette bien que mes fils, d'ailleurs, ne fassent pas l'armée parce que je pense que c'est une très bonne école. C'est la base pour un mec. Absolument. Ah, moi, je dis que c'est de vrai. Il n'y a rien de souci là. Ouais, C'est ce qu'on dit. Ouais, ouais. Ah, mais j'en suis persuadé. J'en suis persuadé. C'est le seul moment de sa vie où on est confronté à soi. À soi-même. Être capable de voir si on est capable de se débrouiller. Oui, exactement. On est obligé de se démerder. Obligé, il n'y a pas papa, ni maman. Tout à fait. Ah, c'est dur pour les parents. Ouais. Parce que moi, je sais que parce qu'on ne sait pas dire en un an ce qui peut se passer. Mon gamin, moi, je sais que mon fils, c'est très important, bon, comme tous les parents. Mais c'est vrai que là, pour un mec, c'est vachement important. Ouais. Puis on apprend à faire son lit au carré, on apprend à faire les TIG, les travaux d'intérêt généraux. Tout ça, c'est des mots qui vous restent à vie. Puis après, bon bah voilà, donc après vous relativisez. Quand vous rentrez dans la vie active derrière ça, vous relativisez quand même pas mal. Et puis c'est la coupure en fait. Et puis vous sortez de chez vos parents, vous êtes plus étudiant, vous partez à l'armée, et en fait le couple, voilà, et vous revenez pas. Complètement. Alors que maintenant, à quel moment il coupe on apprend à aider l'autre aussi. C'est pas rendre service à l'autre. Ouais, tout à fait. Non, moi j'en ai. Au début, c'était très dur, et puis après, j'étais assez content. Ça, c'est Iggy Pop, James Bond. Iggy Pop. Merci. Et avant tout ça, moi j'ai été disc-jockey dans une boîte très connue à Paris. Ah ben, Philippe. Qui était au Palace. Ouais, moi j'étais au Métropolis. Ah oui. Ah ben Métropolis, oui. Ah oui, bah, alors nous à Fresnes, c'est la sortie totale, donc c'est au Métropolis. J'ai fait le duplex, j'étais au duplex. Ah bah c'est le patron, comment il s'appelle Vengold. Ouais, Vengold qui a aussi les pyramides. Ouais, c'est ça. Ouais, ah bah ça va, vous êtes entre copains. J'ai bossé plus de 25 ans pour eux. Ah oui. Ah ouais, j'ai bossé. Comme disc-jockey disc-jockey, très éclairagiste, j'ai commencé éclairagiste à la 5e. Après j'ai fini au métro. C'est le fils qui a repris maintenant. Ouais, c'est... Moi j'ai été disc-jockey au Palace. Vous avez reconnu Iggy Pop, James Bond, Radio IDFM, le bar de l'économie. Il est 10h12, l'heure de recevoir notre expert en communication Étienne Barrier de Unique Production pour sa chronique dont je vous rappelle le titre « Comment créer sa liste de diffusion email ». Bonjour Étienne. Faut voir avec Étienne qui change l'appareil pour enregistrer ses chroniques. D'accord, je vais lui dire. Il le fait avec son téléphone, là, un truc comme ça. Je sais pas. Il fasse avec un truc un peu... Parce que là, j'ai rattrapé beaucoup, là. D'accord. J'ai repris le truc, j'ai rattrapé le son, mais... Je dirais. C'est pas top. Ok. Hein. Ok.
Le problème, c'est qu'il parle trop vite. Il parle trop vite. Je l'ai déjà dit aussi. Il faut qu'il articule les réseaux sociaux par les réseaux sociaux. C'est pas beau. Surtout qu'en plus, lui, c'est un. Il est dans la com. Ah oui, c'est quand même des trucs vachement importants. On fera, Philippe, pendant l'interview, on fera une pause. Hein, je te ferai un signe. Hein. Merci Étienne, garder le contact avec ses clients aujourd'hui reste plus que jamais essentiel en effet. À la semaine prochaine. Je suis toujours en compagnie de Fabrice Godefroy, donc directeur général du groupe IDLP et spécialiste de la réparation diesel et surtout expert mobilité environnement pour l'association 40 millions d'automobilistes. Alors Fabrice Godefroy, on attaque la deuxième partie justement de cette spécialité de la réparation diesel et de votre expertise pour 40 millions d'automobilistes. Comment avez-vous acquis ces deux casquettes? Alors, spécialiste diesel, on n'est pas que spécialiste diesel, on est des spécialistes de moteurs d'une façon générale. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on est des spécialistes de l'essence, de l'hybride, même du bioéthanol actuellement. On fait notamment du commerce de boîtiers éthanol pour transformer les véhicules essence. Et on commence à travailler sur l'hybride rechargeable, électrique. Enfin bref, on est des spécialistes du moteur dans sa généralité et dans toutes les énergies. Effectivement, à une époque, il y avait une spécialité diesel, et c'est logique pour la prévente. Il faut quand même savoir que actuellement, la consommation des carburants routiers en France, c'est quand même 80%. 80% de la consommation des carburants routiers en France, c'est du diesel. Parce qu'effectivement, il y a déjà un parc roulant automobile très important. Alors, il a un peu baissé, on était à 70% il y a encore un an ou deux. On est aujourd'hui, précisément parce que je me suis renseigné auprès du JIPA, qui est un spécialiste du sondage justement sur notre métier des marchés, on est à 66% actuellement sur le parc roulant de voitures diesel, que ce soit les VP, donc les voitures particulières, et les VUL, c'est 66% du parc roulant aujourd'hui. Donc, et puis d'ailleurs, on nous dit que le diesel est mort, et c'est ce qu'on entend toute la journée, c'est quand même encore 32% des ventes en voitures neuves, après 10 ans de matraquage sur le diesel. Donc vous voyez que, bon, effectivement, ça a baissé, on a été à plus de 70% à une époque, mais on est quand même encore à 32% des ventes en neuf, et on est à 57% de ventes des voitures d'occasion. En sachant que les voitures d'occasion, il faut quand même savoir une chose, c'est que c'est 2,5 fois plus important au niveau des ventes que des voitures neuves. Donc on voit très bien que le marché du diesel est important effectivement aujourd'hui en France. Et puis surtout, et là je rentre dans le débat un peu plus précisément,
Ce qui est insupportable, en dehors du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas le diesel, c'est un sujet qu'on pourra aborder techniquement, c'est pas le problème. Moi, ce qui m'insupporte dans cette histoire-là, et 40 millions d'automobilistes aussi, évidemment, c'est que ce qui est quand même affolant, c'est qu'on a demandé aux Français pendant des années et des années d'acheter des véhicules diesel. On a tout fait pour leur faire acheter des véhicules diesel. Tout était convergent pour acheter des véhicules diesel. Et ça l'est d'ailleurs encore actuellement, parce que le bonus-malus, quand on achète un véhicule actuellement, il est basé sur le taux de CO2. Et on sait que l'avantage historique du diesel, c'est évidemment moins de consommation qu'un véhicule essence, donc moins de CO2. Il y a un écart à peu près de 20%. Donc on a tout fait pendant des années. Les entreprises avaient des récupérations effectivement de TVA évidemment beaucoup plus favorables sur le diesel que sur l'essence. Donc tout a été fait pour vendre aux Français des véhicules diesel, et puis maintenant on veut les punir d'avoir un véhicule diesel. Donc c'est ça qui est insupportable dans cette histoire. Alors vous dites, il y a depuis 10 ans, je pense que vous voulez parler du Grenelle de l'environnement qui nous a incité justement à investir dans le diesel, avec des primes bien sûr, mais je crois que là où cette incitation a été détournée, c'est que les constructeurs se sont mis à construire des petites voitures diesel, et c'est là où il y a eu je dirais un problème voilà, puisque le diesel est plutôt fait pour les gros véhicules, c'est ça? Alors, si vous voulez qu'on fasse l'historique, je vais essayer de le faire très rapidement. Ouais. En fait, l'attaque de diesel a commencé en 2012 sur un rapport de l'OMS que j'ai toujours avec moi parce que les gens souvent en parlent de ce rapport de l'OMS, mais personne ne l'a lu. Ouais. Donc, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc, je l'ai toujours sur moi pour aller limite surtout dans les débats d'ailleurs, parce que quelquefois vous avez des gens en face de vous qui parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Donc, moi, je l'ai toujours en face de moi, ce rapport. C'est un rapport de l'OMS qui était sorti le 12 juin 2012 exactement. Et effectivement, on a commencé à attaquer le diesel à ce moment-là parce que le diesel a été classé cancérigène certain. Il faut l'avouer, c'est marqué noir sur blanc, par rapport à l'essence qui est classée cancérigène probable. Sauf que quand on lit l'étude exactement, diesel, mais déjà des diesels anciens, sur des groupes électrogènes, d'ailleurs c'est précisé, d'ailleurs c'est pas que la voiture, ils parlent, ils disent les bateaux, les groupes électrogènes, etc. Mais l'étude qui a renforcé en fait cette classification-là a été faite sur des mineurs de fond, donc qui n'a strictement rien à voir effectivement avec des voitures. Donc c'est comme ça que ça a démarré, on a commencé à attaquer le diesel sur les particules en 2012 à cause de ça, et puis après il faut avouer que malheureusement il y a eu l'affaire Volkswagen en 2015, et ça effectivement l'affaire Volkswagen en 2015 malheureusement a abîmé très profondément l'image du diesel pour une triche avérée d'un constructeur, malheureusement. Et ça, c'est vrai. Et en même temps, c'était une triche, je crois, c'était plutôt pour s'implanter aux États-Unis, c'est ça? Vous êtes vraiment bien au courant du sujet, parce que c'est exactement ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les normes européennes sont complètement différentes des normes américaines. Ouais. Et le groupe Volkswagen voulait s'implanter sur le marché américain, mais avec une norme bien différente. Ouais. Ils ont des normes beaucoup plus larges sur le taux de CO2, logique, le marché américain, c'est plutôt des gros pick-up, des gros véhicules essence qui font beaucoup de CO2, beaucoup de consommation. Donc là, comme par hasard, les normes sont beaucoup plus larges sur le forcément. CO2. Par contre, peut-être que c'est pour du protectionnisme, je ne sais pas, sais pas. Ils avaient des normes beaucoup plus drastiques sur tout ce qui était oxyde d'azote, parce qu'effectivement, c'était un des problèmes historiques du diesel. Et là, c'était beaucoup plus drastique à ce niveau-là. Bon. Et donc, Volkswagen, qui voulait s'implanter sur le marché américain pour s'adapter à cette norme américaine qui était différente, avait, et d'ailleurs, on aurait presque dû le percuter. Moi, je connaissais le sujet sur le moment, c'est qu'ils avaient des normes déjà avant 2015 qui étaient déjà plus restrictives que les normes européennes, donc notamment la norme Euro 6 qui est arrivée en 2015, et c'était déjà plus restrictif avant cette époque-là aux États-Unis, sur les oxydes d'azote. Donc c'est vrai que c'était surprenant, et on aurait pu se demander pourquoi il y avait une norme restrictive. Donc après, on a compris qu'effectivement, pour passer ces normes aux États-Unis, ils ont un petit peu, malheureusement, modifié. Alors après, le problème de cette histoire-là, c'est qu'après, on a tout mélangé. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a tout mélangé, on a mis tous les constructeurs dans le même panier. Oui, c'était le haro. Oui, puis en plus, Volkswagen, ils l'ont tout de suite, ils ne se sont pas cachés, ils l'ont tout de suite avoué, ils l'ont dit, ok. Par contre, après, c'est là où tout se mélange, et notamment les ONG anti-automobiles mélangent tout. C'est-à-dire qu'après, on a fait des tests, et après, vous savez, il y a la fameuse histoire en conditions réelles d'utilisation. Les voitures dépassent les normes, les conditions réelles d'utilisation, c'est quoi? Mais vous prenez, vous, par exemple, une voiture. Vous la conduisez,
et vous avez par exemple une conduite extrêmement souple, lente, enfin vous êtes raisonnable, etc. Vous prenez un autre conducteur et qui lui par contre va accélérer, plus nerveux, etc. Vous allez avoir des résultats en termes de pollution de consommation complètement différents. Donc qu'est-ce qu'on appelle la condition réelle d'utilisation? Alors le côté positif de tout ça, c'est que maintenant, grâce ou à cause malheureusement de tout ça, les normes ont changé au niveau des homologations de véhicules. On était sur des conditions de laboratoire, ce qu'on appelait l'NEDC en fait pour l'homologation des véhicules en laboratoire, qui datait des années 70, donc il était temps effectivement de remettre en question ça. Et maintenant, on est ce qu'on appelle en WLTP, alors ça va, WPRDE, j'en parle pour les spécialistes, mais en fait c'est la nouvelle homologation qui permet d'homologuer les véhicules actuellement en laboratoire, mais d'une façon beaucoup plus contrainte, et surtout aussi sur route. Et là, on a donc des résultats qui sont calibrés, beaucoup plus proches de la réalité, mais pareil, c'est calibré par rapport à une typologie de après, ce sont des moyennes, j'imagine. Mais vous pouvez très bien avoir sur le même véhicule un dépassement des normes quand vous conduisez différemment. D'ailleurs, il y a eu une étude qui était sortie, qui a encore polémiqué, parce qu'on en a une étude à charge à peu près tous les 2 mois qui sortent d'une ONG. Et vous saviez, il y a eu des portiques qui étaient mis à Paris, où on a étudié la pollution des véhicules et on a dit, tiens, il dépasse de 4 à 5 fois la pollution de ces véhicules-là. Alors déjà, on compare des choses complètement différentes, parce que quand on fait des homologations de véhicules, on les fait sur des véhicules neufs, pas sur d'autres pollutions qui va être dépassée, et un coup, en décélérant et même en freinant, vous n'avez plus de pollution. Et donc la même voiture va être extrêmement polluante d'un côté et pas du tout polluante de l'autre. Donc vous voyez, on peut pas faire ce genre de choses. Il y a des normes, il y a des systèmes d'homologation qui doivent être respectés. L'Europe a mis en place des choses et derrière, il faut évidemment qu'on respecte ces normes-là. Alors bon, on a bien compris que le diesel n'avait plus la cote et qu'on voulait le bannir, mais si on possède un véhicule diesel, est-ce qu'il faut le revendre ? Alors, ça c'est le sujet qui est extrêmement complexe. Est-il recommandé d'acheter un diesel aujourd'hui? Alors, bon, déjà, sur quel est l'avantage du diesel? L'avantage du diesel principalement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est utilisé principalement d'ailleurs pour les entreprises, c'est qu'un diesel consomme à peu près 20% de moins qu'un véhicule essence de même cylindrée. Donc il y a cet avantage de consommation et c'est pour ça que les grands rouleurs... Surtout pour les longs trajets. Voilà, tout à fait. C'est principalement pour les grands rouleurs qui font plus de 20 000 km. On était allés à l'époque, nous, à l'Assemblée nationale pour défendre ça et effectivement, au-delà de 20 000 km, il y a encore un intérêt. Surtout par rapport à l'essence. Bon, les choses évoluent parce que maintenant on arrive sur l'hybride, donc c'est discutable, mais on arrive sur l'hybride essence, mais on a aussi l'hybride diesel, à la différence de ce qu'on imagine. Donc il y a une amélioration qui est globale sur le moteur thermique. Donc ça c'est l'intérêt du diesel, c'est principalement ça. C'est des voitures qui sont résistantes au niveau mécanique. Vous avez un véhicule diesel qui peut faire 300 000 bornes, 400 000 bornes, d'ailleurs vous les retrouvez souvent dans les pays du Maghreb, pas de problème. Un essence c'est pas forcément la même chose, donc il y a quand même des intérêts par rapport... Puis vous avez un couple important. Le diesel a 40% de couple de plus qu'un véhicule essence. Donc quand vous tractez, quand vous êtes un artisan, que vous avez une camionnette, effectivement, vous avez du couple à l'accélération qui vous permet de porter de la marchandise, des charges plus importantes. Et donc le diesel a cet avantage-là. Voilà. Donc de toute façon, moi je suis le premier à l'avoir dit, le diesel à une époque, les pouvoirs publics, c'est les pouvoirs publics, attention, qui l'ont poussé d'une façon extrême en France. Je suis complètement d'accord avec ça. Le diesel aurait dû rester sur le marché qu'on a actuellement d'ailleurs au niveau des ventes. Moi, je l'avais toujours dit. Vous reprendrez des interviews d'il y a 2-3 ans, c'est ce que j'avais dit. Le marché, c'est à peu près 30% diesel. Pourquoi? Parce que gros rouleur et puis c'est évidemment une utilité pour les entreprises. Donc, c'est l'intérêt du diesel. Après, les choses évoluent. Et voilà. Et puis après, le diesel, pour répondre à votre question plus précise, c'est-à-dire est-ce qu'il faut encore acheter un véhicule diesel? Là, c'est un débat beaucoup plus complexe parce que effectivement, on a certaines villes, et notamment à Paris, qui est un peu la capitale des mauvaises idées, qui est en train d'ailleurs de régulièrement avancer sur le sujet. Ils veulent interdire le diesel en 2024. 2024, c'est dans 3 ans et demi. Donc, si vous imaginez que dans 3 ans et demi, 65% du parc roulant va s'évaporer comme ça en claquant des doigts, j'aimerais bien voir ça, ça sera quand même complexe. Et d'ailleurs, c'est pas assumé comme politique actuellement. Je vais même plus loin, là, je vais provoquer un peu, mais c'est pas assumé, parce que les vignettes critères actuellement qui permettent de voir justement les vieux véhicules, les éliminer, etc. Actuellement à Paris, on n'a plus le droit d'entrer avec une vignette critère 4 et 5.
il faut juste savoir une chose. Et je crois qu'ils veulent arriver au critère 0. 3, 2, et la critère 2, c'est donc en 2024, et c'est pour ça que le diesel serait éliminé, et d'ailleurs des véhicules essence seraient éliminés aussi, il faut quand même le savoir. Hein. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il n'y a pas de contrôle automatique, comme vous avez dans d'autres pays, en Angleterre, en Italie, etc. Donc finalement, c'est une politique de communication pour l'instant, parce que c'est pas assumé. Moi, je regarde, parce que c'est un réflexe, je regarde dans Paris, vous avez des voitures qui roulent en critère 4, critère 5 ou sans vignette, personne ne les verbalise, il n'y a pas de contrôle automatique comme vous avez à Londres ou en Italie, à Milan par exemple, vous avez ces contrôles automatiques, vous ne les avez pas actuellement à Paris. Donc ce qui veut dire que effectivement, le seul moment où il y a des contrôles, c'est quand il y a les périodes, vous savez, de pic de pollution, où il y a une restriction, où là vous avez des policiers qui sont à l'entrée des centres-villes qui peuvent faire cette restriction-là, mais au quotidien vous ne l'avez pas. Et heureusement d'ailleurs. Parce que je rappelle quand même que les gilets jaunes, ça a démarré comment? Ça a commencé sur le prix du carburant, donc quelques centimes de plus sur le diesel par rapport à l'essence, et c'est comme ça que ça a quand même démarré, les gilets jaunes. Donc imaginez si demain vous avez une voiture diesel, vous n'avez pas les moyens de l'échanger, parce que c'est quand même pas social quand même. C'est-à-dire que je trouve qu'une mairie socialiste qui, à la limite, a une démarche de vous dire vous n'avez pas l'argent pour changer votre voiture, et bien tant pis que vous ne rentrez plus dans Paris, c'est quand même extraordinaire. Oui, c'est-à-dire que on en parlera. Il y aurait quand même une révolte là-dessus. On en parlera parce que c'est plus complexe que ça, je crois. Tout à fait. Mais donc, alors, est-ce que tout ce que vous venez de nous expliquer, qui est très clair, est-ce que c'est pas très compliqué pour les constructeurs? Alors les constructeurs, je vois que vous avez bien potassé votre sujet parce que vous avez complètement raison. Déjà les constructeurs, sur les petites voitures, ce qu'on appelle les petites citadines, vous avez raison, ils sont placés principalement en essence et sur des petits moteurs 3 cylindres, qui sont des petits moteurs essence qui sont adaptés pour les petites citadines, et ça c'est très bien. Donc je pense que le marché de demain, petites citadines, ça va être des petits essences. Pour des questions de coût aussi, et des questions aussi de quand on fait de la dépollution, quand on a toutes ces options de confort, de sécurité de dépollution, les véhicules ont tendance à grossir. C'est le sujet du SUV, c'est aussi encore un sujet actuellement ça. Et donc sur toutes ces petites voitures-là, il y aura ou de l'essence 3 cylindres, des petits moteurs, ou alors des véhicules 100% électriques, c'est ce qu'on est en train de voir. Après, le diesel restera chez certains constructeurs, et ça évoluera, parce que vous savez, entre ce qu'on annonce aujourd'hui et ce qu'il y aura dans 5 ans ou 10 ans, personne ne peut prévoir l'avenir de l'automobile dans 5 ans ou 10 ans. J'aimerais bien, on n'a pas une boule de cristal. Non, et puis comme moi je l'ai dit en préambule, c'est 55 milliards de chiffres, enfin d'euros. Et donc les véhicules diesel, ça reste pour les véhicules effectivement qui sont considérés, qui sont un peu plus gros, parce qu'on en a besoin. Il y a de plus en plus d'ailleurs ce qu'on appelle de l'hybride léger sur des véhicules diesel. Vous avez des constructeurs qui ont lancé des hybrides aussi sur le diesel. Vous avez même Mercedes qui a un diesel hybride rechargeable diesel, donc il y a aussi cette technologie qui est sur le diesel, et donc c'est plutôt pour les gros véhicules et les gros rouleurs. Donc voilà, donc c'est vrai que vous avez raison, il y a déjà à peu près 30% des petites citadines qui sont maintenant principalement en essence, donc c'est aussi une des raisons de la baisse du diesel, c'est que l'offre a changé. Et puis l'hybride, l'hybride au sens large actuellement, c'est à peu près maintenant 15% des ventes, donc qui ne sont plus comptabilisés en thermique, parce que à partir du moment où ça passe du côté de l'hybride, on les comptabilise en hybride, donc c'est 15%. Donc voilà, c'est vrai que actuellement les ventes, je pourrais le retrouver assez rapidement, mais on doit être à 31-32% de diesel, l'essence doit être à peu près 48%, l'hybride à peu près 15%. La grosse baisse cette année, d'ailleurs c'est pas tellement le diesel, la baisse des ventes de neuf, c'est surtout l'essence qui a perdu 10 points. D'accord. Parce que en ce moment, effectivement, l'essence est remplacée progressivement par l'hybride, donc on rentre dans la catégorie hybride. Mais voilà, bon, donc le marché évolue. Et puis aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'en dehors des systèmes de dépollution, vous avez aussi de plus en plus des équipementiers qui travaillent sur des biocarburants. D'accord. Donc vous avez actuellement actif déjà dans le commerce le bioéthanol, qui est un carburant. Alors on peut transformer sa voiture essence avec un boîtier éthanol pour le transformer, mais c'est que sur l'essence. Mais on sait que des équipementiers, et j'en parlais tout à l'heure, des équipementiers comme Bosch travaillent sur des biodiesels. Et qui serait très intéressant d'ailleurs, parce qu'en plus, ce serait des carburants qui feraient partie de l'économie circulaire, parce qu'ils se serviraient en fait de la récupération du CO2 avec de l'hydrogène, je ne vais pas rentrer dans la technique,
pour refaire du carburant de synthèse diesel. Donc, ce serait une solution pour moins de pollution et puis pour l'économie circulaire. Et puis, vous avez aussi d'autres équipementiers qui travaillent même sur du diesel avec du plastique recyclé. Et d'ailleurs, il y a un acteur très connu qui a lancé un ingénieur, qui soutient en fait un ingénieur là-dessus, c'est Samuel Le Bihan. Samuel Le Bihan, il fait la promotion, vous pouvez regarder sur Internet, d'un carburant diesel bio, un diesel, sur du plastique recyclé. Donc on voit qu'il y a des technologies qui sont en train d'arriver, à la fois sur la dépollution moteur, mais à la fois sur les carburants qui pourraient être écologiques. Donc c'est ça qui est dommage d'ailleurs, parce que qui vous dit finalement que dans 10 ans, la solution, ça ne sera pas d'avoir des carburants de synthèse qui seront bien dépollués, sauf que si on interdit en parallèle les moteurs thermiques, c'est ça. Derrière, on ne pourra pas faire rouler ces véhicules. Donc c'est là où c'est un peu ambivalent. Actuellement, c'est ambigu. Le problème actuellement, c'est qu'on est parti, l'Europe et la France suit. Carlos Tavares d'ailleurs le dit lui-même, qui est le président quand même de PSA. Il le dit, les choix actuellement que l'on fait sur les motorisations, c'est même plus nous qui les faisons. On suit les réglementations européennes. Et donc la réglementation européenne, actuellement, vous pousse sur le 100% électrique. Et pourtant, le 100% électrique, quand on regarde le cycle de vie complet du véhicule 100% électrique, c'est pas forcément un véhicule écologique. Non, c'est sûr. Et vous parlez de Tavares, il parle de désastre avec le recyclage des batteries électriques. Tout à fait. Alors ça, c'est la fin de vie, effectivement, de la batterie. Mais même avant ça, vous avez la fabrication d'une batterie. Ce qu'il faut savoir, déjà, il faut aller extraire des métaux rares, le lithium, le cobalt, et c'est des métaux qui sont récupérés d'une façon qui n'est pas du tout écologique, notamment au Congo. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et puis, il y a aussi une chose, là, c'est le côté économique, et on part de l'économie, donc il faut en parler. Actuellement, les leaders incontestés de la batterie électrique, c'est l'Asie, et notamment la Chine, enfin la Chine et la Corée. Mais c'est actuellement les fabricants à 85-90% des batteries électriques des voitures électriques. Et donc, ce qui est quand même fou, c'est que l'Europe était leader au niveau de la fabrication des moteurs thermiques qu'on veut éliminer. Et on est en train de pousser en fait la Chine quelque part, parce que c'est eux qui sont leaders sur à la fois l'extraction, parce qu'ils ont racheté les mines dans tous ces pays-là pour pouvoir extraire ces métaux rares, et ils fabriquent aussi ces batteries à 85 ou 90%. D'ailleurs, fabriquées en Chine, avec de l'électricité charbon, parce qu'en Chine, je rappelle quand même que c'est des centrales à charbon à 80%, donc c'est extrêmement écologique, effectivement. Tous les véhicules qui sont fabriqués actuellement en Chine sont fabriqués de des énergies fossiles. Donc, il faudra m'expliquer le côté écologique de la situation. Alors évidemment, on a l'impression qu'on ne pollue pas en local, c'est-à-dire quand on roule avec un véhicule électrique, il y a moins de pollution évidemment qu'un véhicule en ville, ça c'est vrai, c'est indéniable. Par contre, la pollution a été délocalisée. Et puis surtout, on est en train de perdre notre hégémonie industrielle, en train d'aider les Chinois à s'implanter d'ailleurs sur le marché français, parce que la valeur intrinsèque sur une voiture électrique, la valeur intrinsèque de la batterie, c'est 40%. D'accord. Parce qu'il n'y a plus de moteur, il n'y a plus d'injecteur, de démarreur. Non, la valeur intrinsèque sur un véhicule électrique, c'est 40% une batterie qui est fabriquée en Asie avec une électricité charbon. Donc, bon, le côté écologique n'est pas évident. Alors, je ne suis pas en train de faire une critique sur le véhicule électrique. C'est juste un constat qui fait qu'on ne peut pas, ça ne peut pas toujours être blanc ou noir. Et c'est le problème un peu de ces politiques-là. C'est-à-dire qu'à une époque, on voulait nous pousser à 100% sur le diesel et c'était une obligation. Et puis maintenant, on dit c'est pas bien, on va vous punir parce que vous nous avez suivis. Donc vous ne pouvez plus rentrer dans les centres-villes parce que vous avez acheté des véhicules à cause de nous. Ça, moi, ça me rend dingue. Et puis derrière, on va vous pousser sur le 100% électrique. Et puis si ça se trouve, comme le dit Carlos Tavares, dans 5 ans ou 10 ans, on va dire oh là là, mais c'est pas bon. Alors déjà, maintenant, c'est la Chine qui nous produit les moteurs alors qu'avant, c'était nous. 2, au niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc c'est ça le problème. Donc il faut, ce qu'on appelle d'ailleurs, et c'est le CNPA qui en parle souvent, ça, il faut une neutralité des énergies. C'est-à-dire qu'il faut évidemment de l'essence, il faut du diesel, il faut de l'hybride, il faut de l'électrique et il faut laisser sa chance aux biocarburants qui vont arriver comme l'essence et le diesel. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc c'est là où c'est problématique. Et quand vous parlez d'ailleurs avec même des ONG sur le sujet, ou même avec des politiques, ça m'est arrivé de faire des débats, notamment avec Cédric Villani, qui est pourtant un technicien. Donc j'avais eu la chance sur BFM de faire un débat avec Cédric Villani. Vous arrivez dans l'entonnoir, c'est-à-dire vous dites, alors vous êtes contre le diesel? Oui, ok, bon. Et l'essence, parce que l'essence c'est plus de CO2. Oui, alors l'essence c'est pas forcément idéal. Donc ok, donc vous êtes pourquoi?
L'électrique, c'est bien pour vous? Ah non, l'électrique, effectivement, c'est pas forcément évident. L'extraction lithium, les cobaltes. Bon, alors, c'est quoi la solution? L'hydrogène? L'hydrogène, c'est pareil. C'est pas pour tout de suite. Alors déjà, c'est pas tout de suite, ça coûte très cher. Et puis après, derrière, 96% de l'hydrogène actuellement est fabriqué avec de l'énergie fossile. C'est ça. Donc, c'est encore pas une solution parfaite. Alors, donc, quand vous débattez notamment avec une ONG, à la fin, vous arrivez sur l'entonnoir, donc pas de diesel, pas d'essence, pas d'électrique, pas d'hydrogène. Donc on arrive sur quoi? Sur la marche à pied de la trottinette. C'est ça. Bon, les trottinettes électriques qui sont fabriquées à 100% en Chine, qui ont une durée de vie extrêmement courte et qui ne sont pas recyclées, donc extrêmement écologiques. Et puis après, tout le monde n'a pas la possibilité, notamment à Paris, parce que Paris, c'est 2,2 millions d'habitants à Paris. Mais il y a 12 millions d'habitants en Ile-de-France. Et les gens ont besoin de se déplacer. Alors évidemment, il y a les transports en commun. Oui, quand on habite Paris, on peut avoir une trottinette, mais quand on vient de Marne-la-Vallée... Pareil pour le vélo. Voilà, les pistes cyclables à Paris, c'est très bien pour les Parisiens qui habitent dans Paris. Mais bon, les gens qui viennent de province, de province ou de l'Île-de-France, c'est pas évident. Et puis après, vous savez, vous pouvez aller jusqu'au bout. Les ONG, de toute façon, il y a une association ONG qui s'appelle Respire et CNRS, qui a fait une étude que vous pouvez retrouver sur Internet, parce que tout ce que j'avance, vous pouvez le vérifier, qui montrait qu'il y avait 10 fois à 15 fois plus de pollution aux particules dans les métros, dans les RER. Donc, à l'extrême, on pourrait dire que le métro et les RER n'est pas aussi très sanitaire non plus. Donc, il n'y a aucune solution parfaite. Ce qu'il faut, c'est que les choses s'améliorent, ce qui est le cas d'ailleurs de l'automobile. L'industrie automobile évolue extrêmement rapidement, et il faut être raisonnable et pas avoir des positions dogmatiques politiques sur le sujet. Définitives. Tout à fait. Et d'autant que alors, juste pour terminer sur le diesel, aujourd'hui, les véhicules ont un taux d'émission de particules fines et nocives inférieur, je crois, à celui d'un moteur d'essence, c'est ça? Alors, vous avez vraiment bien étudié votre sujet. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2000... Je vous ai dit que j'étais perfectionniste. Ah ouais, c'est très bien. Alors, j'avais même les rapports, mais je n'aurais même pas besoin de les sortir, ils sont là. En fait, les deux problèmes historiques du diesel, pour essayer de résumer, c'était d'abord les particules. Ça a été réglé en grande partie en 2011 avec la norme Euro 5 et avec l'arrivée des filtres à particules en obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un filtre à particules bloque jusqu'à 23 nanomètres selon l'ADEME, d'un rapport de mai 2018, que vous pouvez retrouver, mai 2018, les avis de l'ADEME, émissions de particules et des NOx par les véhicules routiers. Vous avez tout un chapitre, page exactement 8, parce que vous voyez, je ne vais pas dire des choses qui ne sont pas vérifiables. Et dans ce rapport-là, ils expliquent que le filtre à particules bloque donc jusqu'à 23 nanomètres. 23 nanomètres, c'est 100 fois en dessous de la norme des PM2,5, qui sont les particules les plus petites actuellement analysées. Et à la fin du chapitre, ils expliquent même qu'il y a des premières études qui montrent que ça bloquerait jusqu'à 5 nanomètres, c'est-à-dire 500 fois en dessous de la norme. Donc, on voit qu'il y a une évolution très forte sur les filtres à particules. Le deuxième problème historique, il faut être très honnête, c'était les oxydes d'azote. Et là, les oxydes d'azote, il y a eu une première évolution de baisse en 2015 avec la norme Euro 6. Et là, surtout, il y a une norme Euro 6 des TEMP qui est sortie en septembre 2019. Et c'est pour ça que vous pouvez encore acheter avec une prime à la reconversion des véhicules diesel modernes immatriculés après septembre 2019, parce que c'est par rapport à cette norme-là, où il y a encore une évolution sur les oxydes d'azote. Et là, on attend tous impatiemment au niveau de l'industrie automobile une étude qui doit sortir de l'IFPEN. Parce que je rembobine, en 2019, le diesel baisse très fortement. Il y a des usines en France. Agnès Pannier-Runacher sur LCP, il y a 15 jours, a expliqué que le diesel, c'est 35 000 emplois industriels en France. Et là, on ne parle même pas de la prévente, tout le reste, c'est industriel. Donc, et notamment, il y a des usines allemandes. Bosch à Rodez, c'est une usine allemande en France, avec des emplois en France de 1500 personnes qui travaillent sur des injecteurs comme un rail et des bougies de préchauffage. Bon, eux sont persuadés de leurs nouvelles technologies et à la fois, toute la journée, on leur dit que ça va s'arrêter et donc il y a un problème à l'emploi. Donc, lors de rencontres avec d'autres industriels aussi, ils ont demandé une expertise indépendante, notamment de l'IFPEN, pour pouvoir justement vérifier la différence entre l'essence et le diesel sur l'ensemble des polluants et sur les CO2. Et cette étude-là devait sortir en 2019, il y a eu le confinement, on sait qu'il y a eu des premières approches et les premières fuites sont plutôt positives. Mais on attend que cette étude sorte. Mais je pense qu'elle va être compliquée à sortir parce qu'apparemment, le diesel s'en sortirait même très très bien.
même par rapport à l'essence. Et donc, ça va être difficile de faire une marche arrière pour certains politiques qui ont tapé sur le diesel depuis 10 ans. Et si eux-mêmes ont lancé une étude indépendante qui va prouver le contraire, ça va être ambigu. Donc, je pense qu'on va avoir du mal à la faire sortir, cette étude. Moi, je l'attends impatiemment, en tout cas. Bon, en tout cas, je vous retourne le compliment. Vous aussi, vous connaissez très très bien vos sujets. Merci beaucoup. Musique. C'est bon. Je suis en compagnie de Fabrice Godefroy, donc DG de IDLP et spécialiste expert. Mobilité et environnement pour 40 millions. Voilà, pour 40 millions d'automobilistes. Alors, Fabrice Godefroy, on vient de analyser la situation du diesel. Donc, forcément, vous nous avez parlé de la voiture électrique, de la disparition du moteur thermique. Le problème avec la voiture électrique, c'est qu'elle suscite beaucoup de questionnements, et notamment son autonomie, où se brancher. Alors ça, c'est encore un sujet extraordinaire. C'est qu'effectivement, il y a une pression très forte qui est mise par les pouvoirs publics pour pousser le véhicule électrique. Donc les constructeurs, ils n'ont pas le choix de toute façon, parce que je rappelle que les constructeurs ont des objectifs de baisse de CO2, et notamment pour 2021 et 2022, de baisser de 95 grammes leur taux de CO2 en moyenne sur leurs ventes. Juste pour vous donner une information, l'année dernière, ils étaient à 110 grammes en moyenne. Vous vous rendez compte, la chute libre. Ils sont en train d'y arriver là. Ils sont en train d'y arriver parce que le mix énergie est en train de se faire. On a à peu près 6% maintenant de véhicules électriques vendus, 100%. Je le disais tout à l'heure, à peu près 15% d'hybrides, une baisse de l'essence et une stagnation du diesel qui fait que dans l'ensemble, ils arrivent à 97-98, ils vont finir par y arriver. Donc pression très forte pour les constructeurs, pression très forte sur les automobilistes en leur disant il va falloir que vous changer de voiture parce que vous avez une voiture et vous ne pourrez plus rentrer chez vous avec votre voiture. C'est une pression très forte. Et puis je vous passe les malus renforcés très fortement. On en parlera un petit peu. Il n'y a pas de problème. Ça tourne, l'heure tourne, donc il va falloir que vous reveniez, absolument. Et puis après, derrière, ce qui est fou, c'est que par contre, les infrastructures ne sont pas là. C'est ça qui est fou. Ségolène Royal, qui avait annoncé à l'époque 100 000 bornes en 2020, on a 28 000 bornes électriques au niveau dans les rues, c'est-à-dire publiques, 28 000 bornes. Et encore, dans les 28 000 bornes publiques, vous n'avez que 6% de recharge rapide. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas forcément adaptés d'ailleurs pour un véhicule, parce que vous n'allez pas recharger toute la journée, faire une course toute la journée pour recharger un véhicule. Donc c'est très insuffisant. Donc on nous dit qu'en 2021 il va y avoir 100 000 bornes, peut-être, mais pour l'instant on est plutôt même à l'inverse, parce que vous avez des réseaux qui ont même fermé, vous aviez le réseau Corridor sur les autoroutes qui ont fermé. Moi-même, la seule fois où j'ai roulé avec un véhicule électrique, je me suis retrouvé sur l'autoroute et tous les réseaux corridors étaient fermés et on ne pouvait pas recharger la voiture. Je me souviens, c'était il y a un an. Moi, j'étais aussi sur l'autoroute et on voyait corridors fermés. Donc il fallait trouver une solution. Comment on fait dans ce cas-là? Il fallait sortir, essayer de trouver, c'était une catastrophe. Ou aller dormir à l'hôtel pour un déplacement de 300 ou 400 km, donc c'est un peu le problème quand même. Donc difficile. Et puis vous avez aussi, il ne faut pas rêver sur une chose, ça, il faut que les consommateurs en aient conscience. C'est que les taxes sur les carburants actuellement, c'est entre 60 et 65%, les taxes, plus la TVA, etc. Il y a la TICPE plus la TVA. Donc c'est beaucoup de taxes, les carburants sur l'essence et le diesel. Sur l'électrique, pour l'instant, l'électrique coûte moins cher à recharger. Mais ça ne va pas durer des années et des années, ça. Il ne faut pas croire que l'État va se passer de toutes ces taxes. Et les compteurs Linky, comme par hasard, vont peut-être pouvoir découper la partie automobile par rapport à la partie habitation. Et donc tout ça, ça va augmenter le côté. Donc il faut effectivement les infrastructures. Il ne faut pas rêver, l'électrique à un moment sera taxé aussi. Donc c'est pas encore gagné tout ça. On aura le temps d'en reparler. Et puis effectivement, pour l'instant, l'autonomie n'est pas suffisante, c'est sûr. Et alors moi j'ai vu en préparant le dossier que justement en Allemagne, parce qu'il y a aussi des normes, je pense, drastiques au niveau des constructeurs, Tesla s'est vu infliger une amende de 12 millions d'euros pour ne pas avoir respecté le recyclage des batteries de ses voitures électriques. Oui, tout à fait. C'est un des problèmes, c'est le recyclage, parce que le recyclage en fait des batteries coûte plus cher que d'en refabriquer d'autres. Donc c'est sûr que pour l'instant le recyclage il n'est pas tellement organisé et ça c'est un problème. Et d'ailleurs moi-même, je ne pourrais pas citer mes sources sur le sujet, mais toutes les fameuses Autolib
qui était, vous vous rappelez, l'avenir. Oui. On avait Madame Hidalgo qui se présentait avec des voitures, vous savez, avec de la pelouse collée sur Autolib pour faire très écologique. Bon, bah, Autolib, ça s'est arrêté avant le diesel, hein, c'est déjà fini. Et toutes ces voitures, elles sont parties chez un recycleur. Alors, effectivement, on a recyclé toute la partie tôle, etc. Et ça. Par contre, les batteries, elles sont stockées et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc, c'est un peu le problème. C'est le souci. Et il y a la partie visible de l'iceberg, il faut aller voir un peu en profondeur le sujet et c'est beaucoup moins vert qu'on peut imaginer tout ça. Alors, Fabrice Godefroy, on a encore quelques minutes pour parler justement de Paris, puisque je sais que vous êtes parisien et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que Madame Hidalgo a déclaré la guerre totale à la voiture. Et il y a notamment l'histoire on a parlé de la vignette critère, mais il y a aussi le malus écologique. Si vous voulez nous en dire quelques mots. Alors, effectivement, de toute façon, Anne Hidalgo, alors 2024, plus de diesel dans Paris, dans 3 ans et demi, mais 2030, plus d'essence. Ouais. Donc, c'est un vœu pieux. Bah, c'est une annonce, effectivement, qu'on retrouve même sur le site internet de la mairie de Paris. Hein. Et donc, ça voudrait dire que 98% du parc roulant va s'évaporer dans 10 ans. Bon, moi, je veux bien voir. Hein, j'aimerais bien voir comment. Peut-être qu'elle va rembourser. Non, mais peut-être qu'en 2030, elle ne sera plus maire de Paris non plus. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est des effets d'annonce. Je pense que dans la politique, il y a beaucoup de communication et des effets d'annonce. Après, il va falloir voir la suite. Mais de toute façon, quand vous regardez les journées sans voiture, c'est la journée sans voiture. C'est-à-dire même les voitures électriques ne peuvent pas rentrer. Donc c'est vraiment la voiture au sens global. Le problème, c'est alors pourquoi pas il y a de toute façon, moi le premier, il y a trop d'embouteillages en Paris. Je suis d'accord. Le seul souci, c'est quand on veut interdire quelque chose, il faut avoir une alternative crédible derrière. Bon. Les transports en commun sont bondés pendant les heures de pointe, donc c'est pas une solution parfaite. Et puis les pistes cyclables éphémères, permanentes, donc du bricolage, parce que quand on fait quelque chose d'éphémère, qu'on maintient comme à rue de Rivoli, bon, c'est du bricolage, parce que on met des petits plots jaunes, c'est éphémère, puis après, finalement, ça reste comme ça. Donc, c'est pas forcément adapté. Et puis surtout, ça peut concerner les Parisiens qui habitent dans Paris, d'ailleurs, qui votent pour Anne Hidalgo, évidemment. Mais sauf qu'il y a 12 millions d'habitants en Ile-de-France, et tout le monde ne peut pas être en vélo. Donc, c'est un problème. Donc, c'est pas une solution parfaite. Donc, on veut interdire un modèle sans avoir une alternative parfaite pour l'instant. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. Ah ouais. On a le sentiment que l'alternative, c'est de vouloir nous faire changer de mode de vie surtout. Vous ne pensez pas ça? Je pense que malheureusement, qu'est-ce qui va se passer dans Paris? C'est que les gens, déjà, l'immobilier coûte de plus en plus cher. Les gens, en plus avec le confinement, ont envie d'un peu quitter ces centres-villes. Ça devient de plus en plus compliqué. Et puis après, les Parisiens, ils sont bien contents d'avoir des artisans qui viennent de banlieue pour aller réparer leur plombier avec leur voiture. Ils ne vont pas venir avec un ballon d'eau chaude dans les transports en commun, dans le métro. Donc c'est sûr que c'est compliqué. Fabrice Godefroy, je voulais vous demander, en tant que justement expert pour 40 millions d'automobilistes, est-ce que vous intervenez auprès des autorités quand il y a un abandon, une loi qui va être votée? Est-ce que vous avez ce pouvoir-là? Alors effectivement, que ça soit à la fois le CNPA, le 40 millions d'automobilistes, évidemment, 40 millions d'automobilistes, ils sont très médias. En fait, le souci que l'on a, alors évidemment, ils interviennent avec les instances, ça c'est clair. Mais vous savez, on s'est rendu compte d'une chose, et c'est là où il y a une force très forte pour 40 millions d'automobilistes, ils sont très présents dans les médias. D'accord. Et en fait, le politique attend de voir un petit peu quelle va être la réaction en fait du français sur les sujets. Donc à partir du moment, c'est une jauge un peu pour... et heureusement qu'il y a 40 millions d'automobilistes qui régulièrement réagissent sur les 80 km/h, réagissent sur les 100 km/h, et surtout ces combats liés à l'automobile, la restriction et autres, parce que ça crée un équilibre, effectivement, qui fait que... C'est un contre-pouvoir quelque part. Tout à fait. Et en plus, il faut un peu connaître le sujet, c'est pour ça d'ailleurs que maintenant je suis avec 40 millions d'automobilistes sur cette partie-là, parce que c'est des sujets qui sont extrêmement complexes, et sur lesquels il faut être capable d'argumenter d'une façon indiscutable. Il faut connaître le sujet à fond.
Et à partir du moment où on arrive à le faire, vous voyez cette étude de l'IFPEN que j'ai parlé pour les comparatifs essence-diesel, ça c'est lié un peu à toutes ces démarches-là, il va falloir qu'elles sortent. Mais après, vous savez, c'est pas facile parce que moi j'ai eu la chance d'aller par exemple au ministère de l'écologie une fois, vous rencontrez des gens extrêmement compétents qui font des analyses très précises et qui connaissent les sujets parfois et qui font des rapports d'ailleurs extrêmement précis sur les sujets. Mais parfois, les politiques, ils les utilisent un peu comme ils ont envie. Ils les lisent ou ils les utilisent comme ils ont envie. Donc, c'est pas toujours facile. Quelquefois, la politique l'emporte sur les réalités techniques et technologiques. Et ça, c'est bien dommage. Merci beaucoup, Fabrice Godefroy. On a, je pense, bien décortiqué le sujet, mais je pense que vous pourrez revenir parce que il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc, merci pour votre présence et ce partage d'expérience. Merci encore à vous tous qui nous écoutez chaque matin. Demain matin, c'est Florence Heure qui présentera le bar de l'économie et moi, je vous retrouve mardi prochain. D'ici là, soyez prudents et prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bon.